Bonjour à tous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour le numéro 77 de MPCM Patrick Chabet, que l'on va découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas tout au long de cette émission. La première petite question que j'ai envie de lui poser, parce que je le connais depuis assez longtemps, nous sommes, on va dire, camarades de maturité, nous nous sommes perdus de vue après, mais je vais présenter tout à l'heure son livre. Patrick, il y a un C qui manque. Comment ça se fait? J'ai toujours voulu te demander comment ça se fait que ça a passé de Patrick que je connaissais au collège avec CK et maintenant qu'avec K. Ça date de la création de mon passeport. Parce que pour la première fois, ils ont utilisé les données de l'état civil. Et c'est là que j'ai constaté qu'à l'état civil, officiellement, il n'y a pas de C. Mais tu aurais pu aller demander un... J'aurais pu demander une rectification, mais je ne suis pas un garçon compliqué. Et puis ça m'a même servi, parce qu'à une époque, à l'illustré, on était deux Patrick. Et du coup, j'étais, pour un certain nombre de personnes, oui, Patrick, celui qui est censé. Très bon. Ton actualité aujourd'hui, on va commencer directement par ça, c'est ce livre avec un magnifique titre, Cimetière des Lilas, un chien. Alors quelqu'un m'a demandé de t'interroger, est-ce que tu as un lien avec ce chien précisément, celui de la couverture? C'est le chien de la famille. C'est le chien de la famille. Alors ouais. Voilà, aux éditions Pillet, peut-être un petit mot pour dire ce que sont les éditions Pillet. Alors les éditions Pillet, qui avaient un beau catalogue à la fin des années, du dernier millénaire, on va dire, avaient un peu disparu et ils ont été repris par Saint-Augustin, le groupe Saint-Augustin. Et Saint-Augustin a décidé de ressusciter la marque Pillet pour le nom religieux. Donc désormais apparaît sous le nom de Saint-Augustin tout ce qui est religieux, et le reste, dont ce roman, sous l'étiquette Pillet. Alors, en entrée, j'ai lu ça, et ça m'a bien plu, c'est les deux, on va dire, introductions, on va dire, deux poèmes. Il y a un proverbe malgache, d'abord, les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés. C'est important de se rappeler des morts. C'est important de se rappeler des gens qui nous ont marqués, oui. Et puis, oui, je crois, c'est à ça. Je crois que les gens ne disparaissent pas vraiment. Ils vivent à travers nos pensées, etc. C'est d'ailleurs, c'est la trame. On aura compris naturellement, Cimetière des Lilas, que les cimetières ont aussi affaire avec les morts et pas que avec les vivants, hein, on va dire ça comme ça. Et puis alors, il y a un auteur qu'on a connu au collège, je pense, enfin, moi c'est avec le professeur Maté de philosophie qui nous a introduit à la revue Esprit, etc. Il y a une citation de Emmanuel Mounier qui est créateur, alors par hasard, je suis tombé parce que je viens de l'acheter dans une librairie, le dernier numéro de Esprit, qui est sur le milieu de l'édition d'ailleurs. Et puis, donc cette revue a été fondée en 1932, et Emmanuel Mounier, ici c'est une citation que tu as utilisée, on pourrait presque dire que je n'existe que dans la mesure où j'existe pour autrui, et à la limite, être, c'est aimer. Un petit mot sur le pourquoi de cette phrase d'Emmanuel Mounier. Parce que c'est un philosophe qui compte pour moi, qui apparemment... Personnalisme. Voilà, c'est le personnalisme. D'ailleurs, la phrase, elle est tirée du personnalisme, qui était paru à l'époque en Que sais-je, une collection de jeunesse, on va dire. Parce que je crois qu'effectivement, c'est l'importance de l'autre. D'une certaine façon, même si ce n'était pas le propos, je n'ai pas écrit à dessein pour défendre une cause ou je ne sais pas quoi, mais au fond, ce roman, c'est un plaidoyer pour la bienveillance. C'est un plaidoyer pour un regard sur l'autre et une action envers l'autre. Ma précédente invitée, c'était une directrice d'une ONG, et elle disait c'est un peu bateau le mot bienveillance, il faut aller au-delà de ça, puis elle avait trouvé ce mot par rapport à autrui, la considération. C'est autre chose que le respect, autre chose que la bienveillance, mais que là on a une attention, on va dire, plus ancrée dans l'autre, en pensant qu'il faut faire preuve de considération envers l'autre et pas seulement de bienveillance. Alors voilà, chacun sert un petit peu ses mots.
pour moi, considération, on est sur la même ligne et ça rentre évidemment là-dedans. Hein. Mais je dirais que, voilà, peut-être que je parlerais plutôt, si je voulais aller au bout de mon idée, de bienveillance active. C'est pas juste de la bienveillance dans la tête, c'est une bienveillance active. Alors c'était exactement le point qu'elle considérait en disant que bienveillance c'est un peu trop passif en tant que tel et que la considération c'est qu'on est vraiment ancré dans l'autre et avoir l'intérêt de ce que l'autre va dire ou va faire, ou etc. Ouais. Bon, c'est aussi ce que je résume en tête de la 4e de couverture. Alors, il y a un écrivain qui m'a dit, qui m'a demandé finalement pourquoi Patrick Chabet s'est mis à écrire une fiction dans on va dire, sa dernière partie de vie, on va dire, puisqu'on est, alors qu'il a toujours été dans les mots, etc. Mais ça, c'est un autre registre. Pourquoi finalement si tard? C'est une bonne question. Mais je pense d'abord, pour une raison très bête, c'est que je ne sais pas faire les choses sans m'investir à fond dans ce que je fais. Donc, dans les différents métiers que j'ai pratiqués, et puis de ce point de vue-là, j'ai une assez grande variété. Qu'on va découvrir tout à l'heure. Voilà, je me suis toujours investi à fond. À côté de ça, j'ai quand même une famille, une femme et 3 fils. Et dire, entre le travail et la vie de famille, j'ai juste jamais eu le temps. Mais il y avait toujours en arrière-toile de ton esprit cette possibilité que peut-être, oui, un jour, Cimetière des Lilas ou un autre livre surgirait. Je pense que c'était... J'avais même pas vraiment ce fantasme. À vrai dire, c'est un peu ouais, j'ai gagné un concours de circonstances, on va dire. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu pas mal de soucis de santé qui ont fait que j'ai été longtemps alité. Et pour faire passer les œuvres, parce que je lis beaucoup, mais au bout d'un moment, je fatiguais quand même, je me suis aperçu que ce que je pouvais faire, c'était imaginer des histoires, m'inventer des histoires. Alors j'étais dans l'incapacité de les mettre en mots. Mais quand je suis sorti de cette phase d'à peu près 2 ans de soucis de santé, j'avais 4 ou 5 scénarios qu'ensuite, dès que j'ai pu me remettre devant un clavier, j'ai mis en mots. D'accord. Alors, la deuxième question que cet écrivain m'a suggéré de poser, c'est finalement, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent pour les inciter à écrire, à lire ton livre? Très brièvement, pourquoi tu les attraperais en quelque sorte un tout petit peu en te disant non, là il y a quand même quelque chose, venez découvrir Cimetière des Lilas? Je ne suis pas sûr que les auteurs soient les meilleurs vendeurs de leurs livres. Naturellement, c'est pas une question facile. Je dirais que le livre est volontairement facile d'accès. C'est pas de la littérature avec un L majuscule, si possible enluminé, qui est un genre que je respecte tout à fait. Mais je pense qu'on est tous la somme de ce qu'on a été. Mon écriture, elle est marquée par mes années de journalisme. Je pense que quelque part, quand j'écris même un roman, j'ai l'idée que je m'adresse à un lecteur dans un coin de la tête. Parce que le journalisme, c'est ça, c'est communiquer avec quelqu'un. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, sans être simple, se lit facilement. Et puis, je dirais que ma seule ambition, c'est de proposer des bonheurs de lecture et des émotions. Parce que, voilà, parce que moi, je suis tombé amoureux de mes personnages, parce que je pense qu'ils méritent d'être découverts, et parce que je pense qu'ils peuvent... Enfin, les premiers retours que j'ai me montrent que, même si l'histoire, ça c'est un petit luxe que je me suis offert comme ancien journaliste, on ne sait pas où elle est. Elle se passe quelque part en France, mais on ne sait pas ni où ni rien. J'ai usé du privilège de ne pas avoir besoin de me soucier des détails.
Mais ce qui m'intéressait, c'était la vérité intime des personnages. Donc j'ai envie de dire, il n'y en a pas 3, mais 4 personnages. Il y a Jacques, Julie et Bruno. Bruno, on l'a en photo en fait, puisque, voilà. puisque c'est le chien. Mais il y a un 4e personnage quand même, c'est peut-être le cimetière. C'est un lieu de protection vis-à-vis de l'extérieur. Et est-ce que tu peux dire un mot de ce qu'est ce cimetière? Alors, ce cimetière, c'est... Pour les 3 personnages. Alors, pour les 3, alors, Jacques, c'est le gardien du cimetière. Il y vit seul depuis la mort de ses parents. Et il vit avec Bruno, son chien. Bruno, qui lui aussi est mort, qui est mort peu de temps après le décès de ses parents. Mais là, Jacques ne pouvait pas imaginer de se retrouver tout seul. Alors il a décidé que Bruno ne mourrait pas. Et il vit là avec Bruno. Et le hasard de l'hérédité canine fait que Bruno, il la ramène tout le temps. Donc il y a pas mal de dialogue entre Bruno et Jacques. Et puis, comment se rencontrent alors Julie et Jacques? Alors Julie, c'est une post-adolescente, on va dire, qui passe son bac et qui est un petit peu paumée parce que sa famille est partie en morceaux. Et un soir d'hiver, quand il va promener Bruno, c'est-à-dire qu'il se promène avec une laisse au bout de laquelle il est le seul à avoir un chien, il rentre très tard de sa balade nocturne avec le chien et le chien aperçoit dans un abribus une forme un peu indistincte. Il s'approche, il regarde, c'est le début du livre, et il y a là une jeune fille rousse et surtout très alcoolisée. C'est un soir de janvier, il fait moins je ne sais pas combien dehors. Il essaye il n'y a plus de bus depuis longtemps, il essaye de la réveiller, il n'y arrive pas. Pour finir, comme elle est vraiment à peu près inconsciente, il décide de la ramener chez lui au chaud. Sur les conseils de Bruno, évidemment. Parce que les chiens ont cet altruisme naturel. En tout cas dans mon imaginaire. Et il va en quelque sorte lui sauver la vie. Et là aussi, il y a des proverbes qui disent que quand on sauve la vie de quelqu'un, on en devient responsable. Toujours est-il qu'elle va le remercier pour l'avoir sauvé, et il va naître petit à petit une amitié improbable entre ce vieux garçon de 60 ans, gardien de cimetière, et cette jeune fille. C'est presque naturellement, il y a une question qui surgit avant de voir un peu ta destinée, on va dire, d'homme. C'est que tu as travaillé dans la librairie, tu connais les métiers du livre, etc. Et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être auteur? Parce que moi, qui ai côtoyé ces dernières années beaucoup de salons, etc., j'ai vu beaucoup d'auteurs, j'en ai reçu quelques-uns ici, et je me suis dit, mais non, d'une pipe, pour vendre un livre, c'est tellement difficile. On sait qu'on a besoin des libraires, etc. Mais quand on n'est plus dans la peau du libraire et dans la peau finalement de l'auteur, au début quand même, quel est le ressenti? Parce que finalement, c'est une expérience personnelle qui est différente de la même que tu pouvais avoir comme libraire. Écoute, je sais pas encore, pour être honnête, parce que mon apparition publique en tant qu'auteur, elle remonte à vendredi dernier, au vernissage du bouquin. Moi... Tu t'es pas projeté dans... Non, mais je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être auteur. Ce qui m'intéresse, c'est de partager mon imaginaire avec d'autres. Si le bouquin paraît, c'est pas parce que je suis à la recherche d'un statut quelconque. Je dirais que d'une certaine façon, on peut peut-être rêver de ça à 20 ou 30 ans. J'ai un peu passé le cap. Je m'en fiche un peu. Moi, ce dont j'ai envie, c'est que des gens me disent, voilà, j'ai lu ça et ça m'a fait du bien, ou j'ai lu ça et j'ai aimé. Le statut, très franchement, sans intérêt. Alors, ce qui est très intéressant dans ton parcours, c'est que tu as fait une maturité grec-latin. A priori, tu aurais pu être destiné pour les lettres, enfin, un peu n'importe quoi. Et puis, à un moment donné, tu décides, très jeune, puisque c'est juste après 20 ans, de te lancer dans l'apprentissage, un CFC, on va dire, de libraire. Alors, j'ai envie de demander à Patrick Chabet ce que j'interroge chez les autres assez souvent, c'est que finalement,
à ce moment-là, à 20 ans, quand tu décides de prendre ce choix, est-ce que en venant en arrière, tu t'es dit oui, peut-être quand j'étais jeune enfant ou un tout petit peu plus haut, je me voyais bien libraire? Ou bien c'est quelque chose qui a surgi pour éviter les affres de l'université? Ah, c'est plus compliqué que ça. Puis bon, c'est une histoire assez. Enfin, c'est une histoire très personnelle, mais je suis prêt à la partager parce que on est la somme de ce qu'on a été. J'ai commencé cet apprentissage de libraire simplement par amour du livre, parce que j'avais dévoré des quantités industrielles de livres. Donc, durant l'adolescence? Durant l'enfance, l'adolescence, etc. Donc beaucoup que j'ai lu beaucoup trop jeune. J'avais pas une vie sociale très développée, on va dire. Donc mon univers à moi, c'était les bouquins. Donc voilà, il y avait cet attrait du livre. Même si après, la réalité du commerce du livre est assez différente des rêves qu'on peut avoir. Non, ce qui s'est surtout passé, c'est que j'ai passé 2 ans à l'Uni, une première année à faire le tour un peu des facultés. J'ai commencé en chimie, j'ai arrêté au bout de 3 semaines, une fois que j'avais pété tous les béchers. Ensuite, j'ai fait de l'archéologie préhistorique, etc. Ensuite, j'ai fait une année de droit, comme quoi. Mais ce qui s'est surtout passé, c'est que c'était une époque de ma vie où j'étais en miettes. Il y a eu 2 événements qui m'ont marqué à 20 ans. C'est mon école de recrue, qui a fait de moi un antimilitariste convaincu. Et 2, le suicide de ma mère. Je crois que j'ai commencé la librairie parce qu'il y avait le livre et une structure, une obligation de travailler de telle heure à telle heure, etc. Au fond, ça m'a servi comme exosquelette pour me construire. Voilà, ça m'a apporté, l'apprentissage m'a apporté ça. J'étais pas incapable de me gérer moi-même, et l'Uni était un univers beaucoup trop libre. Et je me suis rendu compte qu'il me fallait autre chose. Et cette structure du monde professionnel, elle m'a permis, petit à petit, de remettre les morceaux en place. Et puis quand même, dans un univers, le livre, auquel j'ai toujours été attaché. Et après une série, une dizaine d'années, un peu moins de librairie, tu as pris la décision de changer un tout petit peu d'orientation, de rester, on va dire, dans le papier et de faire une école de journalisme. Ouais. C'est bien ça. Alors, c'était quoi? C'était, tu avais fait le tour dans la librairie, ou bien qu'est-ce qui t'a poussé finalement après à prendre ce chemin? Il y a eu... alors d'abord, j'ai fait à peu près 10 ans de librairie chez Payot. J'ai commencé à Genève. Forcément, j'étais allé là pour l'Uni. Je suis resté à Genève. Ensuite, je suis allé à Lausanne. Et puis, j'ai au fond, au bout de quelques années, quitté les rayons pour faire... c'est un peu ma malédiction, on en reparlera, mais pour faire du management. Et j'ai fini comme responsable de la centrale d'achat, dont je suis encore assez fier aujourd'hui d'avoir fait l'informatisation à la fin des années 80. C'était vraiment la préhistoire de l'informatique. Mais bref, là-dessus, Jean-Marc Payot, le propriétaire historique, le descendant familial, décide de vendre les librairies à Pierre Lemunière, Edipresse à l'époque. La Suisse? Non, pas la Suisse, justement, la Suisse. 24 heures. La Suisse, c'était Nicole. Ah oui, pardon. Et débarquent les gens d'Edipresse, mais comme, je veux dire, comme Stanley a débarqué au Congo. Alors j'ai décidé que je donnais ma démission et que j'allais essayer de réaliser un vieux rêve qui était de devenir journaliste. J'ai eu la chance de trouver une place. Et qu'est-ce que tu, on va naturellement parler du journalisme après, mais qu'est-ce que tu as retenu de ce moment d'étude de journaliste? Est-ce que ce que tu as reçu à ce moment-là, ça t'a marqué, ou c'était simplement fonctionnel pour avoir un document qui te permet ensuite d'accéder au registre professionnel? Alors, le journalisme, en tout cas à l'époque, parce qu'à l'époque, le journalisme n'existait pas dans les sphères universitaires comme c'est aujourd'hui le cas. Il
il fallait passer par le CFJA, Centre de formation du journalisme et je ne sais plus quoi. Et c'était des formations d'emploi. Donc on avait, je crois, ça durait 2 ans et c'était 2 fois 6 semaines de stage, etc. Donc voilà, c'était pas des études intensives. Mais oui, on nous a appris plein de choses. Moi, c'est un enseignement qui m'a été très utile. Et donc, j'ai décidé que je ne ferais pas de radio parce que Georges Pop m'a dit à la fin, parce qu'on avait aussi quelques jours radio, m'a dit félicitations, première fois que je vois quelqu'un qui fait toute une séquence de news en apnée. J'ai su que je ne ferais jamais de radio. D'accord. Et puis donc après, tu vas dans la presse, donc l'Illustré, je pense. Ouais. Je ne sais pas si c'est tout de suite l'Illustré. Donc là, on est rédacteur, on va dire. Tu prends des sujets, etc. Et qu'est-ce que tu retiens de cette période plus courte, hein? Combien de temps ça a duré, non? Alors, le travail de journaliste, proprement dit, je l'ai fait, je ne sais pas, 6 ans à peu près, 6-7 ans. Alors, donc ces 6-7 ans-là, comment tu les as abordés et qu'est-ce que... parce qu'après, tu as passé dans un autre registre qu'on va voir, mais comment tu as vécu cette période-là, sur le terrain, dans les bureaux, en rédacteur? C'était une période géniale, parce que d'abord, c'était une période où la presse marchait encore assez bien. D'autre part, j'ai eu la chance de faire mon stage et ensuite de travailler dans un magazine. Un magazine, c'est pas la même vitesse que la presse quotidienne, donc on peut plus soigner l'image, on peut plus soigner le texte. La quasi-totalité des articles, par définition, ils étaient illustrés. Donc on travaillait vraiment en binôme avec un photographe. Non, c'était des années magnifiques. Et puis, un métier où, je veux dire, on te paye pour comprendre des choses, pour découvrir des choses, et ensuite les rendre intelligibles ou sensibles aux gens. C'est quand même pas mal. Si tu dois, maintenant, rapidement, c'est vraiment un peu la question piège, parce que ça a duré, mais un article où tu te dis, tiens, j'ai fait quelque chose vraiment d'utile pour la cité, et que ça a fait bouger même un tout petit peu les choses. Ça serait lequel? Écoute, je sais pas. Je vais prendre 2 exemples d'articles. Je vais entre 2 si tu es d'accord. Pour l'existence desquels j'ai dû me battre. Un, c'était une interview, c'était à la veille de la votation sur l'espace économique européen. 1992, je pense. Voilà, une interview de Martin Chevalin, qui était le président roman de l'ASIM. Qui était, je pense, opposé. Oui, voilà, donc, voilà. Mais je me suis battu contre le fait que, comme tous les médias étaient pour, schématiquement, la pensée mainstream, elle était pour etc. Les jeunes qui ne connaissent pas cet épisode doivent savoir qu'à l'arrivée, c'est le nom qui l'a emporté. C'est le nom qui l'emporte. Donc tu as participé à ce nom. Oui, mais, non, mais au fond, moi, ce que j'avais trouvé un peu choquant, c'était que on ne donne pas d'espace de parole aux opposants. Et je trouve que c'est toujours une mauvaise idée parce qu'ensuite, ça leur permet de se mettre dans une position de martyr. Victimaire. Victimaire, exactement. Et qui, dans ce cas-là, en plus, était fondée. Et puis, j'ai fait cette interview apparue. J'ai réussi, en jouant la sympathie, à lui faire dire des choses assez énormes. Je veux dire, quand tu es en télé, par exemple, tu peux faire des interviews agressives. En magazine, le plus efficace, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt d'aller dans le sens de ton interlocuteur pour l'amener à être le plus clair possible dans ses propositions. Donc, je pense que cette interview a peut-être, je ne sais pas, convaincu des gens de voter non. Parce qu'ils ont trouvé ces arguments choquants, débiles, que sais-je. Mais au moins aussi, on lui avait permis de s'exprimer. Donc voilà, je dirais le premier exemple, c'est ça. Le deuxième cas, c'est un sujet sur le mari de ma cousine, qui a été champion paralympique de descente à ski, qui s'appelle Jacques Blanc, qui a été membre de la Constituante. Originaire d'Ayen comme nous deux. Hein, voilà, oui, non, mais
comme On jamais. va pas renier, ouais. Exactement. Et à l'époque, on est dans les années 90, le sport handicap, dire aujourd'hui on fait tout un tralala pour les Paralympiques, mais à l'époque c'était censé n'intéresser personne. Donc aller faire un grand sujet aux Jeux Paralympiques d'hiver sur un Valaisan de surcroît, même s'il a des bonnes chances de gagner la médaille d'or, mais j'ai vraiment dû me battre comme un chien pour qu'on m'autorise à faire ce reportage, qu'on me donne un photographe et qu'on aille faire ce sujet. Et puis je crois que, ben voilà, ça a permis à un vrai sportif d'exister, ça a permis de montrer que le sport handicap existait. Ça m'a aussi permis d'expérimenter que des fois les idées, les procès d'intention, c'est vite fait. Parce que je me suis amusé, parce qu'il faut savoir que tu es assis dans un fauteuil qui est posé sur un monoski. Et puis alors la photo d'ouverture, le photographe a fait un boulot magnifique, c'était en plein virage, etc. Il avait effectivement gagné la médaille d'or en descente, je crois. Et je titre ça « La victoire dans un fauteuil ». Ça, c'est les bons mots journalistiques. Oui, j'adore ça. Mais ce qu'il y a, c'est que j'avais fait valider le titre par Jacques lui-même. Il avait trouvé ça super. Et je me suis pris un nombre d'insultes. Comme quoi je me moquais des handicapés. Ouais, ça, comme quoi, il n'y avait même pas encore Twitter à l'époque. En fait, les mots, là on les voit sur les réseaux sociaux, ils échappent de manière absolument rapide, extraordinaire à celui qui les aimait. Ouais. Et ça, et ils prêtent à tous les procès d'intention. Et ils prêtent à tous les procès d'intention. Donc après, alors il y a une autre période, c'est la période où tu passes, je vais dire, dans la production du journal, c'est-à-dire dans le management, dans les organes directionnels. Comment ça s'est fait? Il y a eu un appel du pied ou il y a eu un choix à un moment donné, comme pour la librairie, de se dire je veux voir un autre aspect du métier? Il y a eu un mélange des deux. Il y a eu d'une part un intérêt pour voir ce qui se passait de l'autre côté du miroir en quelque sorte. Qu'est-ce qui régissait le travail qu'on faisait? Et puis il y a eu un appel du pied. Et puis je me suis laissé convaincre. Mais d'une certaine façon, je suis passé de Word à Excel. Et j'adore Excel. Mais très franchement, j'aurais mieux fait de rester à Word. Tu as dû changer de lieu de vie ou bien pas? Non. Tu as pu rester en Suisse romande? Ouais, j'ai travaillé 20 ans à Lausanne, quoi. Du coup. Mais disons, pour ceux qui connaissent, enfin, avant et après, j'ai pas suivi ta carrière, mais même ton plan de carrière, j'ai envie de dire, c'est assez surprenant finalement qu'on quitte Word pour Excel. Quand même, c'est quand même un aspect, à un moment donné, on se dit, mais non, d'une pipe, est-ce qu'il n'y a pas eu un début de fausse route, de sortie de route? Non, mais amicalement dit, dans le sens où on a chacun des dispositions pour tel aspect Et là, on se dit, non, d'une pipe, il y a des contraintes capitalistiques, j'ai envie de dire, qui sont peut-être pas, disons, ton désir de pain quotidien. Alors, je pense que, avec le recul, je pense, comme je t'ai dit, que j'aurais mieux fait de rester sur Word. C'est une chose. Après, il y avait quand même, j'avais été à l'époque de la librairie au comité du syndicat des libraires, j'avais été actif ensuite dans le syndicat qui avait phagocyté celui des libraires. Il y a aussi eu l'envie de faire de l'entrisme. C'est-à-dire d'essayer... De modifier les choses de l'intérieur. Ouais, de faire du management en respectant certaines valeurs. Est-ce qu'on rentre là dans le champ de l'utopie ou bien du réel? On rentre dans le champ du réel très compliqué. Non, c'était pas utopique. J'ai pu faire passer des choses qui me tenaient à cœur. Déjà à l'époque chez Ringier, et aussi après au Nouvelliste, ça c'est un autre contexte. Aujourd'hui, j'ai lu récemment sur le compte Facebook de Julien Vicky, journaliste au Matin Dimanche, etc., qui quitte en tous les cas cet organe de presse. Il y a eu ces restructurations et tout ça. Avec ton parcours, quand tu vois, on peut parler après des réseaux sociaux, mais en restant vraiment dans le domaine de la presse,
comment tu juges ça? C'était une absolue nécessité, c'est impossible de faire autrement. Et puis finalement, est-ce qu'il y a une responsabilité des journalistes et pas simplement des capitalistes qui les dirigent dans ce chemin-là? Tu sais, les journalistes, ils n'ont pas leur mot à dire dans l'histoire. Non, je pense qu'il y a eu une guerre des éditeurs. J'ai eu la chance de vivre, au fond, la dernière époque à peu près correcte, calme, de la presse écrite. Après, les éditeurs se sont fait la guerre. Ils ont dépensé des sommes folles pour rien des fois. L'épisode des gratuits du matin, gratuit, etc. Tout ça laisse des traces. Ringier avait cru malin à un moment donné de dire tiens, il y a un monopole du matin dimanche, on lance dimanche.ch. Ça leur a coûté un paquet de millions. Et moi, ça m'a valu de me retrouver dans la rédaction assemblée un mardi matin pour dire bon, si vous êtes d'accord, le numéro de dimanche prochain, c'est le dernier. Parce que de toute façon, ça s'arrête. Mais je trouverais chouette qu'on finisse en beauté. Et ils l'ont fait. Chapeau à eux. Mais c'est voilà, la presse, elle a quand même vécu très longtemps. Beaucoup plus. Enfin, la presse, c'était un petit miracle économique. Parce que on jouait sur deux tableaux. On vendait le papier, le journal aux lecteurs, et ensuite on vendait les lecteurs aux annonceurs. Et la deuxième rapportait beaucoup plus que la première. Et puis tout à coup, tout le monde s'est pris de passion pour Internet, la pub. Mais les grandes maisons d'édition font des choix. Enfin, il n'y a plus nulle part une identité d'éditeur et un souci d'informer. Je veux dire, ta média, c'est une maison cotée en bourse. C'est les intérêts, c'est les résultats trimestriels qui comptent. La mission, c'est un gros mot chez eux. Est-ce que c'est important, par exemple, de dire aux Valaisans aujourd'hui, restez abonnés aux Nouvellistes, au journal papier, parce que c'est quand même un lien avec la cité qui est très important et on ne doit pas se laisser, en quelque sorte, dévaster par les réseaux sociaux, etc. Ou bien c'est un combat déjà d'arrière-garde. Moi, je sais pas. Écoute, Roncevaux a prouvé que les combats d'arrière-garde étaient des fois les plus beaux, déjà, d'une part. Et puis, d'autre part, pour moi, c'est vraiment une question du vivre ensemble. Voilà. Donc, c'est important d'avoir. Le propre d'Internet, c'est d'atomiser les gens. Un journal régional, ça fait vraiment partie du vivre ensemble. Donc, oui, je pense qu'il est très important que les quotidiens régionaux survivent. Alors maintenant, on sait, surtout au niveau de la jeunesse, mais de nous tous finalement, on est beaucoup braqués par X, l'ancien Twitter, Instagram, Facebook, etc. Et puis donc, c'est du temps passé, hein. On n'a qu'à voir chacun nos téléphones pour voir combien de temps effectivement. Puis donc, finalement, moins de temps pour prendre le papier, même le matin, où on voit de moins en moins de gens avec le journal. Comment on peut essayer d'expliquer finalement aux jeunes pourquoi c'est tellement important pour la démocratie, le vivre ensemble et finalement l'harmonie citoyenne que des journaux, même avec lesquels on peut avoir des conflits, c'est très important qu'ils existent. Je pense déjà par l'exemple. La première chose qu'on fait, c'est que si les parents lisent le journal, ils montrent que ça peut être intéressant. Et puis, alors, je ne sais pas pour j'ai trois fils qui sont des jeunes adultes, mais ce que je constate quand même au sortir de 20 ans d'éducation, avec 3 guillemets, c'est que ce qui compte, c'est pas ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on leur montre. Donc, voilà, il y a déjà par l'exemple. C'est la première chose. Et puis après, oui, peut-être que ces valeurs... on doit se battre pour les défendre, mais effectivement, les jeunes sont peu attirés par le papier. Ou plutôt, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont lu les nouvelles sur Internet. Et là, il y a un problème du phagocytage des contenus par Internet.
Mais non, mais la cause mérite d'être. On va revenir tout à l'heure. Je pense que la guerre n'est pas perdue. On va revenir sur cette question très importante, enfin, que personnellement je trouve très importante. Tu as apporté 3 livres, alors que je présente. Alors un que nous avons lu à la même période, je pense, de Boris Vian, L'écume des jours. Pourquoi avoir choisi cette pépite? Mais parce que c'était. Ouais, tu m'as demandé 3 livres qui m'avaient marqué. Voilà, tout à fait. Alors celui-là, il a marqué une époque, parce que c'était au moment où on essayait de nous expliquer qu'il fallait lire Maurras, qu'il fallait lire les héros de la littérature catholique, etc., etc. Voilà, c'était en réaction. Avec Boris Vian, j'ai découvert un autre univers. Et je me souviens qu'on avait dû là, on a quelques chances, toi et moi, de dire à ceux de 20 ans, vous ne l'avez pas lu, mais foncez, lisez-le, parce que ça reste d'actualité. Voilà. Oui, parce que ça n'a pas pris, c'est totalement intemporel, donc ça n'a pas pris une ride. Et c'était tout d'un coup un souffle de liberté qui venait quand même bien contrebalancer un univers au collège. Ouais, entre toi et moi, je n'ai jamais lu Maurras, j'ai lu Boris Vian. Donc, alors qu'on a eu le même professeur, on va dire catholique, qui aimait Claudel, etc. Mais voilà, il nous a aussi permis de lire Boris Vian. Ah, bah, ça, on ne lui a pas demandé son avis. Par contre, je me souviens qu'on a dû faire on a dû faire 2 fois, il n'y avait pas de travaux de maturité à l'époque, mais 2 fois on a dû faire en avant-dernière année, en dernière année, des sujets assez longs sur un auteur. Et tu as pris Boris Vian? Alors, j'ai pris une fois Boris Vian, et l'autre fois, mais juste pour esprit de contradiction, le Marquis de Sade. Ah d'accord. Enfin, Solers et d'autres disaient que c'était quelque chose de grand dans la littérature que de lire ça. Et alors un Valaisan, Testament du Haut-Rhône, que je connais pas, que j'ai pas lu, celui de Maurice Chapa. Pourquoi ce livre-là? Et puis peut-être juste le pitcher un tout petit peu de quoi parle ce testament. Alors ce testament, c'est la façon dont Chapa perçoit l'âme du Valais. J'aurais pu amener ce qui faisait l'actualité quand on était au collège, c'est les macrodécimes blanches. Parce que c'était en 76, on était en plein... Toujours d'actualité aussi, hein, pour mes amis bagnards qui m'écoutent, on est là. Les macrodécimes blanches sévissent toujours. Par contre, ce qui a plu, c'est les appels au meurtre dans le Nouvelliste. Parce que c'était des appels au lynchage, carrément, dans le Nouvelliste. Au moment où c'est sorti, chez Bertille Galland, dans le canton de Vaud, parce qu'évidemment, personne en Valais n'aurait publié Chapa. C'est l'essence du Valais. L'âme du Valais, c'est là-dedans. Oui, vraiment. Et Chapa il a une qualité de plume qui, moi, m'a bouleversé. J'en serais bien incapable. Comme Corinne Abi. Comme Corinne Abi, c'est pas un hasard. Et puis alors... Et en plus, juste pour ajouter un élément, Maurice Chapa, le petit plus qui m'a aussi fait choisir, c'est que j'ai interviewé, rencontré plein de gens quand j'étais journaliste. Une des plus belles rencontres, ça a été Chapa. Son mélange à la fois de conscience profonde des choses et d'un esprit malicieux. Il y a comme ça quelques belles rencontres et Chapa en a fait partie. Alors là, un livre qu'on nous a prêté en quelque sorte, conseillé de lire, je pense que tu as eu connaissance à travers Mathé. J'ai oublié son prénom là, vraiment. C'est notre professeur de philosophie, c'est l'introduction au personnalisme de Emmanuel Mounier dont tu parlais tout à l'heure. Pourquoi ce livre et pas un autre philosophe finalement Alors déjà un philosophe parce que je pense qu'on a eu l'un comme l'autre la chance d'avoir un professeur de philosophie magnifique qui nous a fait aimer la philosophie. Et ça, c'est fou dans la vie le nombre de choses qui tiennent à une personne. Je me suis toujours demandé comment ça se fait, parce que c'est un des discours que je tiens très souvent en disant mais s'il y a un cours qu'on doit développer, où c'est super important et tout, c'est aussi pour ça que j'ai reçu par exemple Jean Romain, qui a fait des études aussi, pour moi c'est très important. Et puis on a une tendance maintenant à dire non, on évacue un tout petit peu, on essaye un peu de diminuer ça, mais je pense que c'est l'essence de la culture d'un maturiste finalement.
Ah oui, pour moi c'est essentiel. Mais je veux dire, ça va dans le sens du monde, qui veut que les gens ne pensent plus, qu'ils soient devenus des purs consommateurs. Euh, voilà, et puis qu'on produise, si possible, que le système éducatif produise des gens rentables. La philosophie n'a jamais été rentable. Et en plus, elle se permet de questionner la rentabilité. Donc, non, on va tout faire pour l'écarter du programme. Alors qu'effectivement, c'est fondamental. Non, et c'est vrai que nous avons eu tous deux, dans des classes différentes, la chance d'avoir M. Maté comme professeur. C'était fantastique, parce qu'il avait des cours vivants et il pouvait nous parler de Marx, de Sartre ou des platoniciens, des néoplatoniciens, etc. Des présocratiques, c'était fantastique. Et je pense qu'on a gardé ce goût à travers nos années. De temps en temps, on peut le relire probablement en pensant à lui, à ses cours, il y a des moments de vie qui étaient extraordinaires. Ouais, je ne sais pas si j'aurais lu, j'ai lu pas mal de bouquins de philo, je ne sais pas du tout si je l'aurais fait s'il n'y avait pas eu une personne à un endroit, à un moment. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est par exemple un des professeurs qui t'a marqué au collège? Oui, vraiment. Ouais. Alors là, on a un point commun, je l'ignorais, mais je pense qu'il y en a plein d'autres, parce qu'il a donné des vocations philosophiques à des élèves, etc. Et puis, c'est comme tu dis, quand on est dans une librairie, on a plus de chances de s'arrêter devant un rayon idées philosophiques, etc., en l'ayant lu ce qu'il nous conseillait de lire à l'époque. Hein. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, Mounier, il colle bien aussi au thème du roman, parce qu'on est dans cette bienveillance active dont on parlait. Et puis alors maintenant, on passe à un autre passage de ta vie, c'est cette arrivée au Nouvelliste, à la direction, on va dire, plutôt des ressources financières, production, pas dans la rédaction proprement dite, ou bien il y a eu un binôme au moment. Non. Quand je suis arrivé, on m'a engagé comme directeur général, et j'avais différents blocs sous ma responsabilité, dont la rédaction et le rédacteur en chef. Mais au quotidien, c'est pas toi qui crée le journal, ou bien Non, mon rôle n'était pas d'agir sur le journal qui paraissait chaque jour. Alors j'ai passé quelques soirées là, mais aussi pour montrer que ce que faisaient les gens m'intéressait. Et puis parce que ça avait été mon métier. Alors c'est clair que ça changeait la donne, parce que le directeur précédent, il venait du monde bancaire. Donc tout à coup, tu fais venir quelqu'un qui a été lui-même journaliste, qui a été pas rédacteur chef, si brièvement de TV8, mais ça compte pas beaucoup, mais qui a fait partie de la rédaction en chef de l'Illustré, etc. Tu mets ça au-dessus du rédacteur en chef, ça lui fait forcément bizarre. Donc il fallait trouver la bonne distance, on va dire. Et qu'est-ce que tu retiens de cette période, qui a été plus brève que les deux autres, hein? Combien de temps là? Elle a duré 3 ans et demi. Qu'est-ce que tu retiens de ces années-là? Que ça a été des années passionnantes, souvent compliquées, que j'en garderai pour toujours un souvenir, puisque j'ai fait un infarctus, donc j'ai un stent, souvenir de mon passage au Nouvelliste. C'est une fonction stressante. Alors, c'est une fonction, je pense que c'est toujours, oui, une fonction de direction, c'est une fonction stressante. Là, en plus, on était dans une histoire un peu singulière, parce que je pense que j'ai été engagé par les groupes ESH, donc Ersan, sans doute en partie parce que c'était mon métier et puis que j'avais fait ça pendant longtemps chez Ringier, mais aussi parce que c'était le moment où apparaissait publiquement le fait qu'ils avaient pris le contrôle du Nouvelliste. Donc le fait de pouvoir mettre un directeur général à AOC Valais, ça faisait bien leurs affaires. C'est pas pour rien qu'ils sont venus me chercher. Et je pense que si j'avais été fribourgeois, avec le même parcours, ils ne m'auraient peut-être pas pris. Mais j'avais l'avantage d'être le régional de l'étape. Donc voilà. Mais après, il y a quand même eu aussi pas mal de bisbilles, de luttes autour de... beaucoup de gens croient que les médias ont beaucoup de pouvoir. Je pense que c'est faux. Mais les médias eux-mêmes
rechignent à le dire, parce que ça les arrange bien d'être perçus comme ayant beaucoup de pouvoir. Je pense que malheureusement, les médias ont surtout un pouvoir de nuisance des fois, ou un pouvoir d'omerta. Enfin, les pouvoirs qu'ils peuvent exercer, ils sont plutôt négatifs, et moi je me suis plutôt battu pour qu'on ne les exerce pas. Il y a récemment un journaliste, mais c'est vraiment la semaine dernière en France, qui a finalement interrogé assez vivement Macron pour lui expliquer qu'il n'était pas là dans sa fonction de journaliste simplement pour enregistrer en quelque sorte des communiqués faits par des agents de communication, en l'occurrence de l'Élysée, mais c'est n'importe quel pouvoir local aussi, mais également pour donner son avis, transmettre son avis et peut-être avoir des questions qui fâchent. Est-ce que finalement cette activité qui est éminemment liée au journalisme, en tout cas celui que j'ai découvert depuis l'âge de 10 ans, là, on se dit on doit poser des questions qui troublent, qui font réfléchir, etc. Est-ce que c'est pas un tout petit peu ça qui fait qu'à un moment donné, l'attrait pour les écrits journalistiques ont pu s'étioler et que ce n'est pas simplement un problème de tweets et de réseaux sociaux et de publicité? Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que c'est un peu comme cette dimension citoyenne du métier de journaliste, elle s'est étiolée. Mais je pense que fondamentalement, elle s'est plus étiolée faute de temps que par une volonté quelconque. À force de sabrer dans les effectifs des rédactions... Ça veut dire qu'il n'y a plus le temps pour repenser et réfléchir et questionner? C'est-à-dire que, voilà, il y a des pages à remplir, il y a de moins en moins de gens pour le faire, donc la tentation de reprendre la communication toute faite, elle est de plus en plus grande, simplement parce que et c'est d'ailleurs le procès que fait, entre guillemets, les syndicats de journalistes, en disant, en baissant les effectifs des rédactions, vous les contraignez à faire du moins bon travail, ce moins bon travail fait un moins bon journal, et après vous vous étonnez que les gens ne s'intéressent plus. Donc à un moment donné, c'est un cercle vicieux. Et c'est d'ailleurs frappant de voir, il y a un espèce de système de vase communicant entre la presse et les services de communication. Il y a bientôt plus personne dans les rédactions. Par contre, il y a des armées mexicaines pour faire la communication des gens au pouvoir. Mais alors, ceux qui restent dans leur fonction de journaliste et qui constatent ça, je pense qu'ils devraient le mettre en exergue. Je ne sais pas, très souvent, une des piques que j'ai dans mes articles se dit oui, c'est un enregistreur et agent de communication, c'est plus un journaliste en parlant de tel ou tel, où il va prendre tel communiqué en disant ah, mais la vérité, elle est dans le communiqué. Alors que souvent, le communiqué, ça devrait être la source d'une interrogation et puis continuer en quelque sorte. Oui, non mais voilà, moi j'ai toujours dit, notamment quand je discutais avec les journalistes stagiaires du haut de mon expérience, qu'il fallait se méfier absolument des communiqués, parce que dans communiquer, il y a niquer. Point. Il s'agit de vous faire croire des choses. Donc le premier réflexe, c'est de chercher ce qui n'y est pas. C'est de dire, voilà, je veux dire, mais je pense que la réduction des moyens a fait des dégâts considérables. Mais ça, on peut saisir, hein, parce que naturellement, que quand on voit ces journaux gratuits, quand on voit par exemple comment est structuré 20 minutes, on se dit ben, c'est normal qu'on va pouvoir donner ça à une IA par exemple. Oui. On pourrait demander à une IA de faire un journal, de traduire des petits bouts, etc. Ça serait assez facile, mais c'est quand même, j'insiste là-dessus, il me semble quand même que c'est une éthique de responsabilité de celui qui montre sa carte de presse et qui affirme être journaliste. Oui, bien sûr. Non, mais on est d'accord. Je pense que certainement que la meilleure arme que le journalisme peut aujourd'hui utiliser pour continuer d'exister, c'est d'être plus pointu. Il faut affiner. On sent. Il faut aiguiser vos stylos. Bon, je ne sais pas si tu regardes les réseaux sociaux, etc. Oui. Mais j'ai aussi des jeunes enfants, maintenant
universitaire, etc. Mais souvent on dit, ah mais vous êtes informé que sur telle branche de télé, je sais pas, moi je regarde ces temps-ci pas mal LCI par exemple, en disant oui il faut regarder les réseaux sociaux, etc. Mais d'un autre côté on a envie de leur répondre, les réseaux sociaux il faut aussi savoir les critiquer, parce que ça devient de plus en plus difficile de savoir si la nouvelle elle est vraie, pas vraie, etc., etc. Il faut être aiguisé en quelque sorte dans ses neurones pour voir que ce qui est écrit est peut-être pas la vérité première. Ouais. Mais c'est de tout temps. Je pense qu'avant, avec la presse, c'était la même chose, avec la presse papier. Oui et non, mais je veux dire, la presse, l'exemple typique du nouvelliste, on connaissait les biais, entre guillemets, du nouvelliste. Mais en même temps, justement, on pouvait lire en sachant par quoi c'était influencé. Aujourd'hui, on est dans un monde où on doit surtout se méfier de l'information. Parce qu'elle peut avoir toutes les influences du monde possibles et on les connaît pas. Et les intelligences artificielles, on ne sait pas à service de quoi elles sont. Donc, je trouve que c'était beaucoup plus facile à l'époque. On a aussi vécu à une époque où on pouvait croire que les images disaient la vérité. Aujourd'hui, même les images mentent. La voix. Tout. On est capable de... Les fameux faits alternatifs de la première campagne de Trump, c'est une réalité aujourd'hui. On est capable de fabriquer une réalité alternative. Et n'importe quel Pékin est incapable de faire la différence. Donc, c'est extraordinairement dangereux. Et l'avenir de la presse, s'il y en a un, il passe par l'établissement d'un vrai contrat de confiance avec le lecteur. C'est aussi ce qui fait la force de certains sites qui sont aussi, qui eux aussi ont des biais. Les médias alternatifs, ils ont tous des biais, ils défendent des causes parfois, mais au moins ils les affichent. Et puis, tu peux savoir à travers ça avoir un autre angle de vue. Voilà, tu sais que tu as un angle de vue qui est, comment dire, qui crée un biais, mais tu sais aussi que tu as affaire à des professionnels honnêtes, qui ne vont pas trafiquer les faits. Et ça, c'est essentiel. Moi, je crois que ma plus grande fierté nouvelliste, comme directeur, pendant trop peu de temps où on m'a permis de l'être, c'est d'avoir réussi à faire l'archivage, à rendre public les archives du nouvelliste. Parce que c'était sponsorisé par la Bibliothèque nationale, par la Bibliothèque cantonale valaisanne, etc. Mais il fallait quand même arracher au conseil d'administration quelques centaines de milliers de francs, parce que c'est des budgets colossaux, pour que l'entier du nouvelliste soit scanné et ensuite... Alors, il n'y a pas tout le monde qui connaît, mais je peux conseiller à tout le monde d'aller dans les archives du nouvelliste sur des sujets, etc. Et on voit l'évolution de l'histoire politique du Valais, de l'histoire sportive. C'est un témoignage sur l'histoire de ce canton. C'est des sources historiques. C'est des sources historiques. C'est des sources historiques. Extraordinaires. Donc, ça, voilà. Et ça... je ne savais pas comment on avait fait. Ça, je pense que c'est vraiment un apport du nouvelliste qui est très important. Et puis, effectivement, tu discutes avec quand tu es à la lettration, ils te disent, ouais, mais ça nous rapporte quoi? Je dis, ça vous rapporte que vous montrez que vous êtes partie intégrante de l'histoire d'une région, de la cité. Mais c'est clair que ces archives, elles sont gratuites. Donc, vous n'allez pas tirer un copec, vous allez montrer que vous avez le sens de vos responsabilités comme éditeur. Je les ai lus, les centaines de milliers. Comme on avance un tout petit peu, j'ai vu une contradiction, entre guillemets, dans ton parcours professionnel. Non, c'est pas une contradiction, mais je le dis amicalement, tu as quand même été dans les sources, on va dire, les ressources, on va dire, du capital, directionnel, etc. Et à un moment donné, tu bascules du côté des syndicats. Alors, bon, tu nous as expliqué un tout petit peu avant qu'il y avait des liens, etc. Mais est-ce qu'au moment où tu prends cette décision, tu vois un peu l'antagonisme qu'on peut en se disant, c'est quand même là, et puis tout d'un coup, on décale. Alors, non, mais effectivement, oui, beaucoup de gens ont été surpris de me voir tout d'un coup à la tête des syndicats chrétiens du Valais. Alors que, on peut dire, quand tu as été directeur du Nouvelliste avant, effectivement, alors, vu de l'extérieur, ça peut choquer.
pour les gens qui me connaissaient, ils n'ont pas été choqués. Mais et comme puis on est dans après, une société d'image, voilà. C'est ça contre quoi on doit lutter souvent, parce qu'on se dit, ah mais Voilà. il a ce rôle, alors donc il doit être comme ça. Alors c'est pas, les êtres sont plus complexes. C'est pour ça que je voulais que tu t'exprimes sur ça. Ouais, non, mais je veux dire, voilà, Virage. le conseil d'administration du Nouvelliste et Philippe Hersan en tête a toujours dû composer avec un directeur général dont ils savaient qu'il penchait à gauche. Et puis, ils ont composé avec ça. Moi, des fois, ça tient un peu au hasard, pour tout dire. À vrai dire, quand je me suis fait virer du Nouvelliste, à l'américaine, 1 heure pour vider mon bureau, c'était 3 ans et demi après mon retour en Valais. Moi, je suis revenu en Valais avec femme et enfants pour prendre la direction du Nouvelliste. Donc, la question, c'était, est-ce que je reste ? Ou est-ce qu'on considère que l'expérience valaisanne a été un petit peu foireuse, et puis on repart dans le canton de Vaud. Après, moi, j'avais un problème. D'abord, même si je fais partie de la minorité du valaisan qui n'avait pas planifié de revenir au pays, de faire son alia et tout le bordel, non, moi pas. J'avais quand même beaucoup apprécié mon retour en Valais, ces 3 ans, et puis voilà, les gosses y étaient faits, etc. Donc l'idée de repartir me plaisait moyennement. En plus, les postes auxquels j'aurais pu le plus facilement prétendre, c'était dans du management de presse. Mais en 2013, ça voulait dire quoi comme horizon ? Gérer des charrettes. Parce que c'était déjà, l'hebdo existait encore, etc. Mais tout ça a été écrit d'avance. Franchement, c'est pas très motivant. Et puis, par hasard, on m'approche pour les syndicats chrétiens. Et puis moi, là, je retrouve des valeurs dans la philosophie sociale de l'Église, etc. Je retrouve Mounier. Exactement. Exactement. Je retrouve la volonté de se mettre au service, au fond, des plus faibles. Et moi, pour moi, ça correspondait parfaitement aux valeurs auxquelles j'avais pas renoncé, que j'avais pu appliquer à la marge. Mais non, pour moi, ce n'était pas une contradiction. Mais effectivement, c'est apparu comme une contradiction. Alors, on va clore cet entretien avec une question d'actualité, mais tourner un peu. Donc, on a ces élections américaines, Trump, Kamala Harris, et la question, c'est, avec ton parcours, comment tu expliques que les Américains, on ne sait pas si c'est 51%, 49%, mais dans une masse d'Américains, des millions et des millions d'Américains, votent pour une personne, je parle de la personne, on est dans le personnalisme là, comme Trump. Qu'est-ce qui fait que cet individu-là, je voyais un des derniers petits reportages que j'ai vus, c'est un commerçant qui essayait de convaincre pour voter contre Trump en disant, mais si vous aviez un petit business, je ne sais pas, de télé, de boulangerie, etc., est-ce que vous voudriez avoir un gars comme ça chez vous? Mais non, pas. Alors vous voudriez aller voter pour être président des États-Unis? Il y a quand même des millions et des millions de personnes qui vont répondre oui à cette question. Comment expliquer ça? Écoute, j'ai pas d'explication, évidemment, mais ça nourrit un peu mon anti-américanisme primaire, je suis obligé de l'admettre. Deux, je pense que c'est le fruit des amours coupables de l'hyper-individualisation et de la publicité au sens large, enfin, de toutes les forces de manipulation. Les gens beaucoup trop de gens finissent par croire ce qu'ils voient, par croire ce qu'on leur balance dans la gueule. En plus, les algorithmes de tous les réseaux sociaux font qu'on t'enferme dans ta bulle de croyance à toi, tout accès à l'extérieur, tu es plus ou moins coupé. Donc, voilà. J'ai choqué des lecteurs et j'ai eu plein de courriers à l'époque où j'étais rédacteur en chef de TV8 parce que j'avais fait un édito reprenant, qui était un hommage à Umberto Eco, qui avait expliqué que le succès de Berlusconi en Italie tenait beaucoup à 10 ans de télé berlusconienne. Il a dit, Eco disait, quand tu as réussi
à rendre les gens suffisamment stupides avec tes émissions, ils votent pour toi. Dans un magazine télé, c'était un peu... Alors, en même temps, c'était juste, mais en même temps, Echo, c'était pas vraiment ce que les gens s'attendaient à trouver. Mais bon, je suis un fan d'Umberto Eco. Et je pense que fondamentalement, il a raison. C'est cette société du spectacle, ben, voilà, on a une tête de gondole, qui par ailleurs a le niveau de réflexion d'une gondole, je pense. Mais alors, les gens votent pour la tête de gondole. Alors justement, est-ce que c'est cette absence de culture, c'est un gros mot en quelque sorte, chez l'Américain moyen finalement, qui fait que ce personnage-là, il a ce charisme vraiment étonnant. Je pense que malheureusement, le charisme... J'ai mis charisme entre guillemets. Ouais. Hein, oui, mais malgré les guillemets, je prends volontiers le mot charisme, parce que je pense que, justement, quand les gens ne croient plus à rien, parce que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, le charisme prend une valeur cardinale. Et ça, c'est vachement dangereux, parce que c'est aussi son charisme, c'est aussi une forme de charisme qui a porté Hitler au pouvoir. Et je suis désolé, mais les hommes providentiels, généralement, ça finit en catastrophe. Donc, et d'une certaine façon, voilà, c'était aussi le mirage Macron, à une autre échelle. Alors, Patrick Chabet, merci pour ce moment. Mais merci à toi.